Le soir de Noël, alors que les enfants de mes frères et sœurs ouvraient leurs vrais cadeaux, ma mère a crié à mes enfants, « Attendez. Ce n'est pas encore votre tour. » Ma sœur, avec un sourire suffisant, a dit, « Ne pourriez-vous pas au moins enseigner les bonnes manières de base à vos enfants ?» Quand ils ont finalement ouvert leurs cadeaux, ils n'ont trouvé que les vieux vêtements de ma nièce. Maman a ricané, « Prenez en soin. C'est tout ce que vous méritez. » Mon fils a reçu une note disant, « N'attends rien la prochaine fois, petite déception. » Je savais que cela ne resterait pas impuni. J'ai commencé à élaborer une vengeance si brutale, si personnelle, qu'elle les briserait. Le silence dans la pièce après que mon fils de 8 ans, Noah, ait lu cette note à voix haute me hantera à jamais. Sa petite voix s'est brisée sur le mot « déception », et j'ai vu son visage se décomposer alors qu'il essayait de comprendre pourquoi sa grand-mère écrirait quelque chose d'aussi cruel. Ma fille de 6 ans, Leia, regardait la pile de vêtements usés et tachés de seconde main et les nouveaux iPads, consoles de jeux et vêtements de marque de sa cousine avec une sorte de confusion qui brise le cœur d'un parent. « Maman, pourquoi grand-maman nous a-t-elle donné les vieilles robes de cousine Zoé ?» a chuchoté Leia, tenant un tutu rose délavé qui était clairement trop petit pour elle. « Et pourquoi cette note dit des choses méchantes à Noah ?» Ma mère, Vivien, ricanait toujours depuis sa place sur le canapé, absolument ravie d'elle-même. Ma sœur, Jennifer, était assise à côté d'elle, les bras croisés, arborant cette expression suffisante que j'avais appris à détester au fil des ans. Le mari de Jennifer, David, enregistrait tout sur son téléphone, pensant probablement que cela ferait un excellent contenu pour les réseaux sociaux plus tard. Leurs enfants, Zoé, 12 ans, et Michael, 10 ans, étaient déjà de retour en train de jouer avec leurs nouveaux jouets coûteux, complètement inconscients de la dévastation dont ils venaient d'être témoins. « Eh bien, Allison, dit Jennifer, examinant ses ongles parfaitement manucurés, peut-être que si tu contribuais réellement à quelque chose de significatif pour cette famille au lieu de simplement te présenter les mains vides chaque année, tes enfants recevraient de meilleurs cadeaux. » Le mensonge m'a frappé comme un coup physique. Les mains vides? J'ai apporté une bouteille de vin à $300 pour maman, du parfum coûteux pour Jennifer, des fournitures d'artisanat pour les enfants et des biscuits faits maison qui m'avaient pris 3 jours à perfectionner. Mais apparemment, puisque je ne pouvais pas me permettre de dépenser des milliers de dollars en cadeaux comme Jennifer pouvait le faire, j'étais la déception de la famille. J'ai apporté des cadeaux pour tout le monde, dis-je doucement, essayant de garder ma voix stable pour le bien des enfants. Ils sont juste là, sous le sapin. Oh, tu veux dire ce vin bon marché et ces biscuits d'une boîte? Maman agita la main d'un air méprisant. Jennifer au moins sait comment témoigner une appréciation appropriée à sa famille. Un autre mensonge. Ces biscuits étaient faits à partir de zéro en utilisant la recette de ma grand-mère, la propre recette de la mère de maman, qu'elle était censée chérir. Mais Jennifer l'avait convaincue il y a des années que tout ce que je faisais était en quelque sorte inférieur, probablement acheté en magasin, et certainement pas assez bon pour les goûts raffinés de la famille. J'ai regardé mes enfants, mes beaux enfants innocents, et je les ai vus faire tellement d'efforts pour ne pas pleurer. Noah serrait cette note cruelle, les jointures blanches, tandis que Leia avait commencé à replier les vieux vêtements dans leur boîte avec la précision prudente de quelqu'un qui avait appris à ne pas attendre grand-chose de la vie. C'est alors que quelque chose à l'intérieur de moi a craqué, pas bruyamment, pas dramatiquement, mais avec la finalité silencieuse d'une porte qui se ferme à jamais. « Les enfants, prenez vos manteaux, dis-je calmement. Nous rentrons à la maison. » « Mais Allison, nous n'avons pas encore dîné, » protesta maman, bien qu'elle ne semblait pas particulièrement bouleversée par notre départ précoce. Jennifer a fait son fameux jambon. J'ai failli rire. Le fameux jambon de Jennifer était une spirale coupée à $15 de l'épicerie qu'elle a jetée au four pendant 3 heures. J'avais vu l'emballage dans sa poubelle l'année dernière. Mais bien sûr, appelons-le fameux. Merci, mais nous avons d'autres projets, mentis-je doucement, aidant Leia à enfiler son manteau tandis que Noah fourrait la note cruelle dans sa poche. Je pouvais voir qu'il prévoyait de la garder, probablement pour la relire encore et encore jusqu'à ce qu'il croie ce qu'elle disait de lui. Par-dessus mon cadavre. Alors que nous rentrions chez nous en silence, je me suis retrouvé à penser aux 15 dernières années de réunions de famille. Combien de fois Jennifer avait-elle fait de petites remarques blessantes sur ma carrière, ma maison, mon rôle de parent? Combien de fois maman avait-elle été d'accord avec elle, prenant toujours le parti de Jennifer quoi qu'il arrive? Combien de fois avais-je ravalé ma fierté et fait semblant de ne pas remarquer parce que je voulais que mes enfants aient une relation avec leur grand-mère et leur tante? Trop de fois. Beaucoup trop de fois. Mais ce soir était différent. Ce soir,
Ils ont franchi une ligne qui ne pouvait pas être franchie. Ils ont délibérément blessé mes enfants, des enfants innocents, pour faire valoir un point tordu sur les hiérarchies familiales et la situation financière. Ils avaient fait croire à mon fils qu'il était une déception et à ma fille qu'elle ne valait pas un vrai cadeau de Noël. Ce genre de cruauté exigeait des conséquences. Une fois rentré à la maison, j'ai préparé du chocolat chaud et j'ai mis un film de Noël, essayant de sauver ce qui restait de la soirée. Les enfants étaient calmes, mais se sont progressivement réjouis alors que nous construisions un fort de couverture et partagions des histoires sur nos souvenirs de Noël préférés. J'ai attendu qu'ils dorment avant de commencer à planifier. Vous voyez, il y a quelque chose que ma famille n'a jamais pris la peine d'apprendre sur moi. Et de toutes ces années à me traiter comme l'échec de la famille, je ne suis pas vraiment en difficulté financière. Je ne suis pas à peine en train de joindre les deux bouts, travaillant à plusieurs emplois juste pour survivre. C'est juste l'histoire qu'ils se racontent pour justifier leur traitement à mon égard. La vérité est que j'ai connu un succès incroyable. J'ai démarré une petite entreprise de conseil en technologie juste après mon divorce il y a 5 ans, et elle est devenue quelque chose de substantiel. J'ai maintenant 3 employés, plusieurs clients corporatifs importants, et plus d'argent sur mon compte d'épargne que Jennifer et David ne dépensent pour leur hypothèque chaque année. Je conduis une voiture modeste et vis dans une maison normale parce que j'accorde de la valeur à la sécurité financière plutôt qu'à l'exhibitionnisme, mais je pourrais me permettre leur style de vie 10 fois plus si je le voulais. Je n'ai jamais corrigé leurs suppositions parce qu'honnêtement, je pensais qu'il était assez amusant de voir à quel point ils avaient tort. Et j'aime être sous-estimé. Cela signifiait que les gens me laissaient tranquille pour faire mon travail pendant qu'ils étaient occupés à bavarder sur mes supposés échecs. Mais maintenant, leur ignorance volontaire allait leur coûter tout. J'ai commencé par des recherches. Au cours des prochains jours, pendant que les enfants étaient chez leur père pour le reste des vacances d'hiver, j'ai recueilli des informations. Les réseaux sociaux rendent cela si facile de nos jours. Les gens documentent chaque aspect de leur vie, publient leurs emplacements, partagent leurs projets et vous remettent essentiellement une feuille de route vers leur vulnérabilité. Jennifer, par exemple, avait publié constamment des informations sur sa nouvelle entreprise de design d'intérieur. Elle avait apparemment convaincu plusieurs clients fortunés de l'embaucher pour des rénovations majeures de leur maison, et elle mettait à profit toutes les relations qu'elle avait pour percer le marché haut de gamme. Son Instagram était rempli de photos avant et après, de témoignages de clients et d'indices sur les projets à venir qui changeraient tout pour sa carrière. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que je connaissais personnellement plusieurs de ses clients. Le monde de la technologie dans notre ville est plus petit que les gens ne le pensent, et les chefs d'entreprise prospères ont tendance à évoluer dans des cercles similaires. 3 des plus gros clients de Jennifer étaient soit des clients actuels de moi, soit des entreprises pour lesquelles j'avais travaillé dans le passé. Les informations de David étaient encore plus faciles à trouver. Il travaillait dans la vente de produits pharmaceutiques et avait publié des informations sur une promotion importante qu'il convoitait, un poste de directeur régional qui doublerait son salaire et lui assurerait un avenir confortable. Il faisait du réseautage de manière agressive, publiant des informations sur des parties de golf avec son patron et des dîners avec des clients potentiels. Toute sa trajectoire de carrière était cartographiée sur LinkedIn comme une carte au trésor. Mais la vraie mine d'or était les informations de maman. Elle sortait avec un homme nommé Robert depuis les 6 derniers mois, et elle était absolument éprise. Son Facebook était rempli de photos d'eux dans des restaurants coûteux, des escapades de week-end et des activités romantiques. Elle avait même commencé à laisser entendre à ses amis qu'il pourrait bientôt la demander en mariage. Ce que maman ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que Robert était marié, heureusement marié avec 3 enfants et une femme qui n'avait aucune idée que son mari passait ses voyages d'affaires à festoyer et à divertir des veuves solitaires dans d'autres villes. Je le savais parce que la femme de Robert, Linda, était une amie de la femme de mon partenaire commercial. Petit monde, n'est-ce pas? Linda avait mentionné lors d'un dîner qu'elle s'inquiétait du calendrier de voyage de plus en plus fréquent de Robert et de son éloignement récent. Elle avait demandé si quelqu'un connaissait un bon détective privé parce qu'elle avait l'impression que quelque chose n'allait pas. J'aurais pu lui dire sur le champ ce que son mari faisait. Au lieu de cela, j'ai gardé l'information en mémoire et je me suis concentré sur ma planification. La première phase de ma vengeance était subtile. J'ai commencé à contacter mon réseau professionnel, en ayant des conversations informelles sur le travail de Jennifer. Pas pour la saboter directement. Cela aurait été trop évident et trop cruel. Au lieu de cela, j'ai posé des questions réfléchies sur ses projets, exprimé mon intérêt pour sa philosophie de conception et demandé des références à ses clients. Le problème avec les références,
c'est qu'elles sont censées être des recommandations élogieuses. Lorsque vous appelez les anciens clients de quelqu'un, vous vous attendez à entendre parler d'un travail de qualité, d'un comportement professionnel et de résultats satisfaisants. Ce à quoi vous ne vous attendez pas, c'est à une longue liste de plaintes que le client a été trop poli pour aborder directement. Les clients de Jennifer, il s'est avéré, avaient beaucoup à dire une fois que quelqu'un leur avait donné la permission d'être honnête. Livraison tardive, dépassement de budget, modifications de conception qui n'ont pas été approuvées et un sentiment général que Jennifer était plus intéressée par ses photos Instagram que par la satisfaction de leurs besoins. Un client a mentionné que Jennifer s'était présentée à des réunions avec des problèmes d'attitude et semblait penser qu'elle leur rendait service en prenant leur argent. J'ai soigneusement documenté chaque plainte, les ai organisées par catégorie et créé un rapport complet. Ensuite, j'ai fait quelque chose que Jennifer n'aurait jamais attendu de sa sœur prétendument infructueuse, j'ai utilisé mes relations professionnelles pour partager ces informations avec les bonnes personnes. Pas méchamment, pas comme des commérages, mais comme des renseignements commerciaux légitimes partagés entre des professionnels qui veillaient les uns sur les autres. Lorsque quelqu'un m'a posé des questions sur les designers d'intérieur de la région, j'ai mentionné que j'avais entendu des critiques mitigées sur le travail de Jennifer et j'ai proposé de partager les commentaires que j'avais recueillis. Lorsque des clients m'ont demandé mon avis sur l'embauche de Jennifer, j'ai fourni des informations honnêtes et documentées sur les expériences d'autres clients. La beauté de cette approche était qu'elle était complètement véridique et entièrement professionnelle. Je n'ai jamais menti sur le travail de Jennifer ou inventé des critiques négatives. Je me suis simplement assuré que des informations précises sur ses pratiques commerciales soient disponibles pour les personnes qui avaient besoin de prendre des décisions éclairées. En 3 semaines, Jennifer avait perdu 2 clients importants et 3 autres avaient demandé des modifications importantes à leur contrat. Son projet de rêve, une rénovation complète d'une maison pour un dirigeant de la technologie valant des millions, a été annulé entièrement lorsque le client a décidé de choisir un designer plus établi. Pendant ce temps, je travaillais sur la situation de David. Sa promotion dépendait fortement de sa relation avec son patron, Richard Thompson, qui se trouvait être un vieil ami d'université de l'un de mes clients. Richard était un homme de famille qui valorisait l'intégrité et la loyauté par-dessus tout. Il a bâti sa carrière sur le principe que le caractère compte plus que les chiffres de vente, et il a refusé plusieurs candidats très performants au fil des ans parce qu'ils ne respectaient pas ses normes éthiques. David avait malheureusement des problèmes de caractère que Richard ne connaissait pas mais qui étaient bien documentés dans ses antécédents professionnels si quelqu'un se souciait de regarder de plus près. Grâce à un réseautage prudent et à des conversations stratégiques, j'ai appris que le comportement inapproprié de David envers ses collègues féminines ne se limitait pas à des blagues salées et à des commentaires inconfortables. Il y avait eu plusieurs incidents plus graves que les RH avaient réussi à étouffer parce que les chiffres de vente de David étaient toujours bons et que ses clients semblaient l'apprécier. Un incident impliquait David faisant des avances non désirées répétées à une jeune collègue lors d'une retraite d'entreprise. La femme, Jenna Martinez, avait déposé une plainte officielle, mais elle avait été réglée par la médiation plutôt que par une mesure disciplinaire. David avait été tenu d'assister à une formation de sensibilisation, mais il n'y avait aucune trace de conséquences significatives pour son comportement. Un autre incident s'est produit lors d'un dîner avec un client où David avait fait des commentaires sexuellement explicites sur une concurrente devant plusieurs collègues et clients. Les clients s'étaient plaints à l'entreprise du comportement non professionnel de David, mais la plainte avait été traitée discrètement pour éviter d'embarrasser David ou de perdre ses revenus de vente. L'incident le plus grave impliquait le traitement par David d'une stagiaire qui avait été affectée à l'un de ses projets. Selon la plainte qu'elle a déposée, David avait fait des commentaires inappropriés sur son apparence, posé des questions personnelles sur sa vie amoureuse et créé un environnement de travail tellement inconfortable qu'elle avait demandé à être transférée dans un autre service. Le superviseur de la stagiaire avait appuyé sa demande et avait recommandé que David reçoive des conseils formels, mais la recommandation avait été ignorée par la haute direction. Ces incidents brossaient un portrait clair de quelqu'un qui considérait son succès au travail comme une autorisation de traiter ses collègues féminines comme des objets pour son divertissement. Le modèle était cohérent et bien documenté, mais il avait été enfoui dans le dossier de David parce que l'aborder aurait nécessité d'admettre que l'entreprise n'avait pas protégé ses employés. Richard Thompson était exactement le genre de gestionnaire qui serait consterné par cette information, d'autant plus qu'il avait été amené à croire que David était un employé modèle avec un fort potentiel de leadership. La promotion que Richard envisageait mettrait David en charge d'une équipe qui comprenait plusieurs jeunes femmes, ce qui rendait son histoire de comportement inapproprié particulièrement pertinente. Je n'ai rien inventé ni exagéré la mauvaise conduite de David.
Je me suis simplement assuré que Richard prenne connaissance d'informations qui étaient déjà documentées dans les dossiers de l'entreprise mais qui n'avaient jamais été portées à son attention. Mon client a mentionné au cours d'une conversation informelle qu'il avait entendu des choses inquiétantes sur la conduite professionnelle de David, et Richard a fait un suivi en demandant un examen complet du dossier d'emploi de David. Ce qu'ils ont trouvé était encore pire que ce à quoi je m'attendais. En plus des plaintes formelles, il y avait de nombreux rapports informels de collègues féminines qui avaient été trop intimidées ou découragées pour déposer des griefs officiels. Ces femmes avaient mentionné le comportement de David à leur superviseur, qui avait pris des notes dans leur dossier mais n'avait jamais transmis les préoccupations à quiconque ayant le pouvoir de prendre des mesures. Il y avait également plusieurs cas où David avait été retiré des comptes de clients après que des clientes se soient plaintes de son comportement. Dans chaque cas, l'entreprise avait discrètement réaffecté David à différents comptes et avait indemnisé les clients pour tout inconvénient, mais elle n'avait jamais abordé le problème sous-jacent ni mis en œuvre de conséquences significatives pour les actions de David. Richard était horrifié par ce qu'il a découvert. En tant que personne qui avait consacré sa carrière à la création d'environnements de travail respectueux et professionnels, il ne pouvait pas croire qu'un schéma aussi clair de mauvaise conduite avait été ignoré pendant si longtemps. Il a immédiatement lancé une enquête approfondie, a interrogé des employés actuels et anciennes sur leurs expériences avec David, et a découvert que les plaintes documentées n'étaient qu'une fraction des incidents réels. L'enquête a révélé que David avait créé un environnement de travail toxique qui avait chassé plusieurs employés talentueux au fil des ans. Les femmes qui avaient travaillé avec David décrivaient se sentir mal à l'aise, manquer de respect et professionnellement minées par son comportement. Plusieurs avaient spécifiquement demandé des transferts pour éviter de travailler avec lui, et au moins 2 avaient quitté complètement l'entreprise plutôt que de continuer à faire face à son harcèlement. Grâce à mon réseau professionnel, j'ai également appris le comportement de David en dehors du travail. Il avait la réputation dans la communauté des affaires locales de faire des commentaires inappropriés lors d'événements de réseautage et de conférences de l'industrie. Plusieurs organisations professionnelles avaient discrètement cessé de l'inviter à leurs événements après avoir reçu des plaintes de membres féminines concernant sa conduite lors de rassemblements sociaux. Le comportement de David n'était pas seulement un problème au travail. C'était le reflet de son attitude fondamentale envers les femmes dans les milieux professionnels. Il considérait ses collègues féminines soit comme des obstacles à surmonter, soit comme des divertissements à apprécier, jamais comme des égales méritant le respect et la courtoisie professionnelle. La promotion a été retirée. David a été mis en probation immédiate, et Richard a clairement indiqué que tout incident futur entraînerait un licenciement immédiat, mais les dommages à la réputation de David allaient bien au-delà de sa situation de travail immédiate. Le mot de l'enquête s'est répandu dans la communauté professionnelle très unie de l'industrie pharmaceutique, ce qui rend peu probable que David puisse trouver un emploi similaire ailleurs s'il devait quitter son poste actuel. Toute la trajectoire de carrière de David, qui avait été construite sur l'hypothèse que sa performance de vente le protégerait des conséquences, s'est effondrée en quelques semaines. La promotion sur laquelle il comptait a disparu. Sa réputation professionnelle a été endommagée au-delà de toute réparation, et ses perspectives d'avenir dans l'industrie étaient sévèrement limitées. La belle ironie était que la chute de David était entièrement auto-infligée. Je n'avais pas créé de fausses accusations ni exagéré sa mauvaise conduite. Je m'étais simplement assuré que des informations précises sur son comportement parviennent à quelqu'un qui avait le pouvoir et l'intégrité d'agir en conséquence. L'hypothèse de David selon laquelle ses chiffres de vente le rendaient intouchable s'était finalement avérée fausse. Mais le véritable chef-d'œuvre de ma vengeance était ce que j'avais prévu pour maman. La femme de Robert, Linda, était une femme charmante qui méritait de connaître la vérité sur les activités parascolaires de son mari. Elle était mariée avec lui depuis 18 ans, l'avait soutenu à travers de multiples changements de carrière et avait élevé leurs enfants pendant qu'ils voyageaient pour le travail. Elle lui faisait entièrement confiance, ce qui rendait sa trahison encore plus méprisable. J'aurais pu simplement lui dire ce que Robert faisait, mais cela aurait été trop simple. Au lieu de cela, j'ai décidé de laisser la vérité se révéler de la manière la plus dramatique possible. Le processus de recherche du bon détective privé a été plus complexe que je ne l'avais prévu. Je ne pouvais pas simplement embaucher n'importe qui. Il devait s'agir de quelqu'un avec des références impeccables, quelqu'un dont les preuves seraient recevables légalement et moralement irréprochables. Après des recherches approfondies, j'ai opté pour Margaret Chen, une ancienne détective de police spécialisée dans les cas d'infidélité et ayant la réputation d'une minutie qui frôlait l'obsession. Margaret était chère, mais elle valait chaque centime. Lors de notre consultation initiale, elle a expliqué sa méthodologie avec le genre de précision clinique qui me disait qu'elle l'avait fait d'innombrables fois auparavant.
Elle aurait besoin d'au moins 6 semaines pour établir un dossier complet documentant les schémas de comportement plutôt que les incidents isolés. Le but n'était pas seulement de prouver que Robert trompait. Il s'agissait de démontrer un schéma systématique de tromperie qui ne laisserait aucune place au doute ou à la réconciliation. Les hommes comme celui-ci, a expliqué Margaret, en examinant les informations préliminaires que j'ai fournies sur le calendrier de voyage de Robert et son activité sur les réseaux sociaux, ont généralement plus d'une relation extra-conjugale. Ce sont généralement des tricheurs en série qui considèrent l'infidélité comme un passe-temps plutôt qu'une erreur. Si nous sommes minutieux, nous découvrirons probablement un réseau de tromperie qui va bien au-delà de votre mère. Elle avait tout à fait raison. Au cours du mois et demi suivant, l'enquête de Margaret a révélé une toile de mensonges si complexe qu'elle semblait presque fictive. Robert n'entretenait pas seulement des relations avec plusieurs femmes. Il exploitait une fausse identité entière conçue pour faciliter ses tromperies. Il avait des téléphones cellulaires distincts pour différentes villes, de faux profils sur les réseaux sociaux qu'il utilisait pour rencontrer de nouvelles cibles et même une case postale où il recevait des cadeaux de ses différentes petites amies afin qu'il ne soit pas livré à son adresse personnelle. L'enquête a révélé que Robert perfectionnait ce système depuis plus de 5 ans. Maman était en fait l'une de ses acquisitions les plus récentes, ce qui expliquait pourquoi elle était si optimiste quant à leur avenir ensemble. Elle n'avait pas encore connu le déclin inévitable qui marquait la fin de l'intérêt de Robert pour ses cibles. Il entretenait généralement des relations pendant 6 à 8 mois avant de trouver des excuses pour réduire les contacts et finalement disparaître complètement. Les rapports de Margaret étaient des chefs-d'œuvre de documentation. Elle avait photographié Robert entrant dans des hôtels avec différentes femmes, enregistré des conversations téléphoniques où il faisait des promesses romantiques identiques à plusieurs cibles et avait même découvert des documents financiers montrant comment il finançait son style de vie de tromperie. Il utilisait des cartes de crédit d'entreprise pour des dépenses personnelles, réclamant des dîners d'affaires qui étaient en fait des rendez-vous romantiques et manipulant ses remboursements de voyage pour subventionner ses aventures. Mais la preuve la plus accablante était ce que Margaret a découvert au sujet du schéma de manipulation émotionnelle de Robert. Elle avait mené des entrevues discrètes avec 3 de ses victimes précédentes, des femmes qui avaient été écartées après des mois à croire qu'elles étaient dans des relations engagées. Chaque femme a raconté essentiellement la même histoire, Robert les emmenait avec des dîners coûteux et des escapades de week-end, faisait des promesses vagues de quitter son mariage malheureux, puis se retirait progressivement jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Une femme, Sandra, avait été tellement dévastée par l'abandon de Robert qu'elle avait eu besoin d'une thérapie pour se remettre de ce qu'elle décrivait comme une maltraitance émotionnelle. Une autre avait en fait prêté de l'argent à Robert pour ce qu'il prétendait être une urgence commerciale, argent qui n'a jamais été remboursé. La troisième femme, Angela, était sur le point de quitter son propre mari parce que Robert l'avait convaincu qu'ils avaient un avenir ensemble. Il ne s'agissait pas d'aventures occasionnelles ou de moments d'égarement. Il s'agissait d'un comportement prédateur ciblant des femmes vulnérables qui faisaient confiance à la façade de sincérité et d'engagement soigneusement construite de Robert. L'enquête de Margaret a brossé le portrait d'un homme qui tirait un plaisir véritable à manipuler et à écarter les femmes qui avaient le malheur de croire ses mensonges. La découverte la plus troublante était la communication de Robert avec un ami nommé Craig qui lui servait apparemment de complice et de conseiller. Margaret avait réussi à enregistrer plusieurs conversations téléphoniques entre eux où Robert se vantait de ses diverses conquêtes et demandait des conseils sur la gestion de plusieurs relations simultanément. Dans une conversation particulièrement dégoûtante, Robert a qualifié les femmes de son inventaire et a discuté des stratégies de rotation du stock pour éviter de trop s'attacher à une seule personne. La clé, avait dit Robert à Craig, est de ne jamais faire de promesses suffisamment précises pour être tenu responsable. Gardez tout vague, faites-leur croire qu'elles sont spéciales, et ayez toujours une stratégie de sortie prête lorsque les choses se compliquent. Craig a ri et a répondu, tu es comme un tueur en série de relations, mec. Comment fais-tu pour suivre tous les mensonges? La réponse de Robert m'a glacé le sang. Je ne les considère pas comme des mensonges. Je les considère comme différentes versions de la vérité pour différents publics. Ce que ces femmes ne savent pas ne leur fera pas de mal, et ce que Linda ne sait pas maintient ma vraie vie stable. Au moment où Margaret a terminé son enquête, nous avions suffisamment de preuves pour détruire la vie de Robert 10 fois. Mais je voulais que la révélation soit parfaitement orchestrée et arrive au moment idéal pour un impact maximal. J'ai passé 2 semaines à planifier exactement comment transmettre l'information à Linda et coordonner la révélation des autres relations de Robert. J'ai engagé un détective privé, un vrai, avec des références et tout le reste, pour documenter les activités de Robert. Pas seulement sa relation avec ma mère, mais tout son comportement habituel lors de voyages d'affaires. Il s'est avéré que maman n'était pas sa seule relation parallèle.
Robert entretenait 3 amitiés amoureuses différentes dans 3 villes différentes, disant à chaque femme qu'elle était spéciale et laissant entendre des engagements futurs qu'il n'avait pas l'intention de tenir. Le détective a rassemblé des photos, des reçus, des relevés d'hôtel et a même enregistré des conversations où Robert parlait de ses diverses relations avec un collègue qui l'aidait apparemment à coordonner ses mensonges. C'était un dossier complet de tromperie qui dépeignait Robert comme un séducteur en série qui considérait les femmes comme des options de divertissement plutôt que des êtres humains. J'ai envoyé anonymement ces preuves à Linda avec une note expliquant que quelqu'un qui se souciait de la justice pensait qu'elle méritait de connaître la vérité. J'ai inclus des détails spécifiques sur la relation de maman avec Robert, y compris des photos d'eux ensemble et des copies des SMS romantiques qu'ils échangeaient. La réponse de Linda a été rapide et dévastatrice. Elle n'a pas seulement confronté Robert en privé, elle l'a exposé publiquement. Elle a publié les preuves sur les réseaux sociaux, a contacté son employeur pour signaler son utilisation abusive des fonds de voyage de l'entreprise pour des relations personnelles et a demandé le divorce avec une équipe juridique spécialisée dans les affaires de patrimoine important. Le monde de Robert s'est effondré en 48 heures. Sa femme a pris la moitié de ses biens. Son entreprise l'a licencié pour violation de l'éthique, et sa réputation dans le monde des affaires a été détruite. Les autres femmes qui l'avaient trompé ont découvert l'existence des autres et ont comparé leurs notes, créant ainsi un front uni de victimes en colère et humiliées, déterminées à faire en sorte que tout le monde sache quel genre d'homme était réellement Robert. Maman, bien sûr, était dévastée. Elle croyait sincèrement que Robert allait la demander en mariage, qu'elle avait retrouvé l'amour après des années de solitude. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée publiquement humiliée en tant que l'une des nombreuses femmes qui avaient été assez stupides pour tomber dans ses mensonges. Son cercle social était rempli de commérages sur la façon dont Vivian s'était fait berner par un homme marié, sur la façon dont elle paradait en ville avec le mari de quelqu'un d'autre, sur le caractère embarrassant de tout cela. Les 3 phases de ma vengeance se sont déroulées simultanément sur une période de 6 semaines. Début février, l'entreprise de décoration d'intérieur de Jennifer luttait pour survivre. David travaillait 2 fois plus dur pour moitié moins de reconnaissance, et maman se cachait dans sa maison parce qu'elle ne pouvait pas affronter les chuchotements et le jugement de sa communauté. Mais je n'en avais pas encore fini. La phase finale nécessitait de la patience et un timing parfait. J'ai attendu l'anniversaire de Jennifer en mars, lorsque la famille se réunissait traditionnellement pour une autre série de cadeaux coûteux et d'affections simulées. Maman avait parlé d'organiser une grande fête pour remonter le moral de tout le monde après l'hiver difficile qu'ils avaient tous passé. Je suis arrivé avec mes enfants, portant des cadeaux qui étaient réfléchis, appropriés et suffisamment chers pour faire une déclaration. Pour Jennifer, j'ai apporté une belle œuvre d'art d'une galerie locale, quelque chose qui lui aurait coûté un mois de revenus dans sa situation financière actuelle. Pour David, je lui ai donné une bouteille de whisky plus vieille que son mariage et valant probablement plus que son salaire mensuel. Pour maman, j'ai présenté un album photo personnalisé rempli de photos de notre famille des moments plus heureux, reliés par des professionnels et présentés dans une élégante boîte en bois. Les cadeaux étaient parfaits. C'était exactement le genre de cadeau réfléchi et coûteux que ma famille prétendait apprécier. Ils démontraient un goût, une considération et des ressources financières qui contredisaient tout ce qu'ils avaient supposé de ma situation. Jennifer fixa l'œuvre d'art, reconnaissant clairement sa valeur mais incapable de comprendre comment je pouvais me le permettre. David examina la bouteille de whisky avec une sorte de respect réservé aux choses qui coûtent plus que ce que l'on gagne en une semaine. Maman ouvrit l'album photo et vit page après page de souvenirs que j'avais soigneusement sélectionnés pour lui rappeler qui elle était avant de devenir le genre de personne qui humilierait ses petits-enfants à Noël. C'est très généreux, dit maman avec précaution, et je pouvais la voir essayer de réconcilier les cadeaux coûteux avec son image mentale de moi comme l'échec de la famille. Je voulais faire quelque chose de spécial pour ma famille, répondis-je avec un sourire parfaitement agréable et complètement vide. Après tout, la famille est tout, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que j'ai fait mon annonce. J'ai des nouvelles à partager avec tout le monde, ai-je dit, en sortant mon téléphone pour leur montrer un article récent du journal économique local. Mon entreprise vient d'être nommée l'une des entreprises à la croissance la plus rapide de l'État. Nous nous étendons à 3 nouveaux marchés cette année, et je prévois un chiffre d'affaires de plus de 1,5 million de dollars d'ici la fin de 2025. Le silence dans la pièce était absolu. Le visage de Jennifer a traversé environ cette expression différente en l'espace de 5 secondes. La bouche de David s'est littéralement ouverte. Maman avait l'air de s'être fait dire que la gravité était facultative. 1,5 million de dollars, réussit finalement à balbutier Jennifer. Mais tu conduis cette vieille voiture, et ta maison est si modeste.
J'ai suggéré utilement, oui, je préfère investir mon argent plutôt que de le dépenser en symbole de statut. C'est amusant de voir comment cela se passe à long terme. J'ai laissé cela s'installer pendant un moment avant de continuer. J'ai beaucoup réfléchi à la nuit de Noël, ai-je dit, en gardant une voix décontractée et amicale, aux cadeaux que mes enfants ont reçus et au message qui leur a été envoyé sur leur valeur dans cette famille. Il m'a fallu un certain temps pour assimiler toute l'expérience, mais je pense que je comprends enfin ce qui s'est passé. David se trémoussa inconfortablement sur sa chaise. Jennifer fixait ses mains. Maman serrait l'album photo comme s'il pouvait lui offrir une sorte de protection. Vous voyez, j'avais l'habitude de penser que votre traitement de moi et de mes enfants était une question d'argent. Je pensais que vous nous méprisiez parce que vous pensiez que nous étions en difficulté financière. Je pensais que si vous connaissiez la vérité sur mon succès, les choses changeraient entre nous. Je me suis arrêté pour les regarder chacun à leur tour. Mais je réalise maintenant que l'argent n'a jamais été vraiment le problème. Le problème, c'est le caractère. Le problème, c'est le genre de personne que vous avez choisi de devenir. Des personnes qui blesseraient délibérément des enfants pour faire valoir un point. Des personnes qui humilieraient les membres de leur famille pour se divertir. Des personnes qui mesurent la valeur humaine en fonction des soldes bancaires et des publications sur les réseaux sociaux. Jennifer essaya d'interrompre, mais je levai la main pour l'arrêter. Je n'ai pas fini. Vous voyez, au cours des derniers mois, j'ai appris des choses intéressantes sur le karma, sur la façon dont l'univers a une façon d'équilibrer les choses lorsque les gens se comportent mal. Jennifer, je suis désolé d'apprendre vos problèmes d'entreprise. David, j'espère que la situation au travail s'améliorera pour vous. Maman, je ne peux qu'imaginer à quel point la trahison de Robert a dû être difficile. La couleur s'est estompée du visage de maman. Jennifer avait l'air d'être sur le point d'être malade. David me regardait avec un mélange de peur et de prise de conscience. Maintenant, je veux que les choses soient claires, ai-je poursuivi. Je n'ai causé aucun de ces problèmes. Les clients de Jennifer étaient déjà mécontents de son travail. Les problèmes de comportement de David étaient déjà documentés dans son dossier d'emploi. Robert trompait déjà plusieurs femmes, y compris sa femme. Je n'ai pas créé ces situations. J'ai souri de ce même sourire agréable et vide. Je me suis simplement assuré que les bonnes personnes avaient accès à des informations précises lorsqu'elles devaient prendre des décisions importantes. J'ai relié des points qui étaient déjà là pour être reliés. J'ai facilité des conversations qui n'attendaient que de se produire. J'ai aidé la vérité à refaire surface là où elle doit être. La pièce était si calme que j'entendais le tic-tac de l'horloge de parquet dans le couloir. Mais voici la chose la plus importante que je veux que vous compreniez, ai-je dit, en me levant et en ramassant mon sac à main. Il ne s'agit pas vraiment de vengeance. Il s'agit de conséquences. Vous avez fait des choix sur la façon de traiter les gens, et ces choix ont eu des résultats. Vous avez décidé que la cruauté était acceptable, et vous avez découvert que les personnes cruelles ont tendance à s'entourer d'autres personnes cruelles qui finiront par se retourner contre elles. J'ai appelé mes enfants, qui jouaient tranquillement dans la pièce voisine. Noah, Leia, il est temps d'y aller. Dites au revoir à votre grand-mère, à votre tante et à votre oncle. Mes enfants ont poliment dit au revoir, ont remercié tout le monde pour la fête d'anniversaire et m'ont suivi vers la porte. Ils étaient assez grands pour sentir la tension dans la pièce, mais trop jeunes pour comprendre pleinement ce qui venait de se passer. Lorsque nous avons atteint la porte, je me suis retourné une dernière fois. Oh, et une dernière chose, ai-je dit joyeusement. J'ai décidé que nous n'assisterons plus aux réunions de famille. Pas parce que je suis en colère ou blessé, mais parce que je veux que mes enfants grandissent avec des gens qui leur apprendront que la gentillesse compte plus que l'argent, que le caractère est plus précieux que les biens et que la famille devrait être une source d'amour et de soutien, pas de cruauté et de compétition. Je me suis arrêté pour laisser cela s'installer. J'espère que vous retrouverez le genre de personne que vous étiez autrefois. Le genre de personne qui ne rêverait jamais de blesser des enfants un matin de Noël. Mais en attendant que cela se produise, nous allons construire nos propres traditions avec des gens qui comprennent ce que la famille signifie vraiment. Et sur ce, nous sommes partis. Nous sommes rentrés chez nous dans un silence confortable, mes enfants bavardant sur le week-end à venir et leurs projets pour les vacances de printemps. Ils n'avaient aucune idée que nous venions de nous éloigner d'une dynamique toxique qui empoisonnait nos vies depuis des années. Ce soir-là, alors que j'installais Leia dans son lit, elle m'a demandé pourquoi grand-maman et tante Jennifer avaient semblé si tristes à la fête. Parfois, les adultes font des choix qui ne se déroulent pas comme ils l'avaient prévu, lui ai-je dit. Lorsque cela se produit,
ils doivent trouver comment faire de meilleurs choix à l'avenir. Comme lorsque j'ai été méchante avec Cathy à l'école, et qu'elle n'a plus voulu jouer avec moi. Léa a demandé, exactement comme ça? Exactement comme ça, ai-je dit en embrassant son front. Que as-tu appris de cette expérience? Qu'être méchant ne vous donne pas ce que vous voulez. Cela donne juste envie aux gens de ne pas être autour de vous. C'est tout à fait juste, ma chérie. Et c'est une leçon que certains adultes doivent encore apprendre. Noah est apparu dans l'embrasure de la porte, serrant son animal en peluche préféré. Maman, allons-nous revoir grand-maman et Jennifer, a-t-il demandé. J'ai réfléchi attentivement à ma réponse. Ce sont des relations compliquées avec des histoires compliquées, et je ne voulais pas accabler mes enfants avec des problèmes d'adultes qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Je ne sais pas, mon chéri, ai-je dit. Honnêtement, peut-être un jour si elles apprennent à être plus gentilles. Mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le fait de passer du temps avec des gens qui nous font nous sentir bien dans notre peau. Comme oncle Mike et tante Félicia. Léa a demandé, en faisant référence au frère et à la belle-sœur de mon ex-mari qui étaient devenus des amis proches de la famille, exactement comme oncle Mike et tante Félicia, et comme madame Henderson d'un accent grave côté, et comme les familles de tes amis qui nous font toujours sentir les bienvenus. Noah a fait un signe de tête solennellement. J'aime les gens qui sont gentils avec nous. Moi aussi, mon fils. Moi aussi. Après que les enfants se soient endormis, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur mon porche arrière, réfléchissant aux événements des derniers mois. J'ai ressenti un étrange sentiment de clôture, comme si un chapitre de ma vie s'était enfin terminé et qu'un nouveau commençait. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Jennifer, il faut qu'on parle. J'ai regardé le message pendant un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Il n'y avait plus rien à dire. J'avais passé des années à essayer d'expliquer mon point de vue, à essayer de combler le fossé entre nous, à essayer de maintenir des relations familiales qui étaient fondamentalement malsaines. J'en avais fini avec tout ça. Au cours des semaines suivantes, il y a eu d'autres messages. Des messages vocaux de maman, des SMS de Jennifer, même un email de David essayant d'éclaircir la situation familiale. Je les ai tous ignorés, non pas par colère, mais par un profond sentiment de paix. J'avais dit tout ce que j'avais besoin de dire, et je n'avais aucun intérêt à rouvrir de vieilles griefs ou à négocier de nouvelles conditions pour une relation qui n'avait jamais vraiment fonctionné. 6 mois plus tard, j'ai appris par des amis communs que l'entreprise de décoration d'intérieur de Jennifer avait complètement fermé ses portes. Elle était retournée travailler comme vendeuse dans un magasin de meubles, et elle et David avaient de graves problèmes conjugaux liés à ces problèmes de comportement au travail. Maman avait commencé à consulter un thérapeute pour travailler sur ses schémas relationnels et avait apparemment pris conscience de la façon dont son favoritisme avait nui à ses relations familiales. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en entendant parler de leurs difficultés persistantes. La vengeance, ai-je réalisé, est finalement creuse. Elle peut apporter une satisfaction temporaire, mais elle ne guérit pas les blessures sous-jacentes et ne modifie pas la dynamique fondamentale qui a créé le problème en premier lieu. Ce qui a apporté de la satisfaction, c'est de voir mes enfants s'épanouir dans un environnement où ils étaient valorisés pour ce qu'ils étaient plutôt que jugés pour ce qu'ils ne pouvaient pas fournir. Nous avons passé cet été avec des amis qui ont célébré leurs réalisations, les ont soutenus dans leurs défis et les ont traités avec le genre d'amour inconditionnel que chaque enfant mérite. Nous avons créé de nouvelles traditions de vacances avec des gens qui comprenaient que Noël est synonyme de joie et de générosité, et non de dynamique de pouvoir et de compétition financière. Nous avons établi des relations basées sur le respect mutuel et l'affection sincère plutôt que sur l'obligation et le ressentiment. Et lentement, graduellement, la douleur de cette terrible nuit de Noël a commencé à s'estomper. Non pas parce que ma famille s'était excusée, ou parce qu'elle avait tiré les leçons qui s'imposaient, mais parce que nous avons trouvé quelque chose de mieux. Nous avons trouvé des gens qui ne rêveraient jamais de blesser des enfants pour faire valoir un point, qui n'utiliseraient jamais l'amour comme une arme ou la gentillesse comme une marchandise. 1 an plus tard, Noah m'a demandé si grand-maman et tante Jennifer me manquaient. Parfois, ai-je admis. Les gens que je pensais qu'elles étaient, ou les gens qu'elles auraient pu être me manquent. Mais il ne me manque pas d'être maltraité, et il ne me manque pas de les voir vous traiter mal, Léa et toi. Tu crois qu'elles sont désolées, a demandé Léa. J'espère, ai-je dit. Être désolé est la première étape pour devenir une meilleure personne. Mais parfois, les gens doivent perdre les choses qu'ils tenaient pour acquises avant de pouvoir apprécier ce qui compte vraiment. Comme la façon dont j'apprécie plus mes jouets après avoir dû ranger ma chambre et les rangers, a demandé Noah. Quelque chose comme ça, ai-je convenu.
Sauf avec les gens et les relations au lieu des jouets. Cette conversation a eu lieu la veille de Noël alors que nous nous préparions pour notre deuxième célébration annuelle avec notre famille choisie. La maison était pleine de rire. Les enfants étaient excités à l'idée des cadeaux qu'ils avaient soigneusement sélectionnés les uns pour les autres. Et j'étais entouré de personnes qui avaient prouvé leur amour par des actes plutôt que par des mots. Alors que j'installais mes enfants dans leur lit ce soir-là, j'ai réalisé que la vengeance que j'avais planifiée avait finalement été moins importante que la nouvelle vie que nous avions construite par la suite. La justice que j'avais recherchée avait moins d'importance que la paix que nous avions trouvée. Les conséquences que j'avais mises en place pour la cruauté de ma famille avaient été bien moins importantes que la gentillesse que nous avions découverte parmi les gens qui comprenaient ce que la famille signifie vraiment. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas des stratagèmes élaborés ou une justice calculée. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de s'éloigner et de construire quelque chose de mieux avec des gens qui méritent votre temps, votre énergie et votre amour. Et parfois, si vous êtes très chanceux, vous découvrez que ce que vous pensiez être une vengeance était en fait la liberté.